Bien, bonsoir. C'est quelque chose d'assez compliqué, hein, il faut le dire. Je vais essayer de faire simple et de faire court. C'est quelque chose d'assez compliqué et c'est surtout quelque chose de très politique. Alors on va commencer par le politique. Depuis des années, l'Union européenne est incapable de faire face à la vague migratoire et à la demande d'asile dont elle est l'objet. Elle affiche des solidarités qui n'existent pas. Et donc le président de la Commission, à la suite des événements dramatiques que l'on a constatés en Méditerranée depuis déjà de longs mois, a décidé de jeter un pavé dans la mare en indiquant qu'il allait proposer très vite, d'ici la fin de l'année, des mesures permettant de répartir les demandeurs d'asile. Et là, c'est quelque chose de tout à fait important que je veux souligner. Il n'est pas question de répartir les immigrés ou les immigrants. Il est question de répartir des demandeurs de protection, des demandeurs d'asile. Oui, mais tous les immigrants qui arrivent en Europe demandent le statut. Et c'est bien là qu'est le problème, hein, faire la part entre le bon grain et l'ivraie. Hein, et donc, pour pouvoir faire cette séparation des choses, il demande à tous les États membres de prendre en charge des gens qui seront déjà arrivés sur le territoire de l'Union européenne. Mais ça n'a rien à voir avec les chiffres que l'on a entendus. Parce que dans le même temps... Parce qu'on a des chiffres très précis. Voilà, alors les Français prendraient 12% donc, de ces demandeurs d'asile, les Allemands 15%, les Italiens 9,97%, les Espagnols 7,7%. Mais c'est crédible ça alors Absolument donc pas. on les... Ah bon, alors pourquoi ils proposent un truc en sachant que c'est... Alors, la deuxième chose, c'est que vous avez à l'extérieur de l'Union européenne des gens qui vont tenter de gagner l'Union européenne dans des conditions abominables, hein, et en particulier des gens qui sont très vulnérables, des femmes, des enfants, des vieillards. Et la deuxième proposition que fait le président de la Commission est de dire on va utiliser un mécanisme que l'on utilise déjà, qui s'appelle la réinstallation. C'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre de gens que l'on va amener en Europe, parce qu'on doit les protéger, sinon ils risquent de passer de vie à trépas. Et ces gens-là, on va les chercher, on va les répartir. Oui, on va les trier avec le HCR, hein, dans le pays dans lequel ils sont et où ils essaient de gagner l'Europe. On va les aider à venir et une fois sur le territoire européen, à partir de critères, on va les répartir entre les États membres. Mais c'est là que la plaisanterie, malheureusement, n'est pas drôle. Hein. On est en 2015, tout ceci, ça vaut jusqu'en 2020. Il y aurait 20 000 candidats possibles jusqu'en 2020, donc vous divisez déjà, vous voyez ce que ça vous donne. La France, effectivement, ce serait 10%, ça fait à peu près un gros millier de personnes, à diviser par 4 quand même. Hein. Quand vous rapportez cela, par exemple, hein, aux 180 000 demandes d'asile positives qui ont été accordées cette année dans l'Union européenne, c'est pas très sérieux. Non, mais quand même, cette idée de se dire, écoutez, il y a eu 200 000, plus de 300 000 migrants qui sont arrivés l'an dernier en Italie, ce serait bien un petit peu de se partager le sort de ces malheureux qui débarquent tous dans le même pays, pour faire simple. Les quotas, c'est bon pour les marchandises, le cacao, les bon, alors appelons ça autrement. Chacun recueille des migrants. Oui, non, mais attendez, ce sont quand même des gens, je veux dire. Oui. Il y a le problème de fond qui n'est pas, dont on ne parle pas. On parle des quotas, on parle comme si c'était des gens qui arrivaient de nowhere. Mais ils arrivent de pays soit en guerre, ils arrivent du continent africain, ils arrivent où il y a vous avez pas du tout, on a l'impression qu'il n'y a aucun travail, on est toujours réactif. L'Europe est comme la France, est toujours en réaction, mais sans se poser des questions à long terme. Même le président de la Commission européenne dit que c'est du court terme, c'est pas du long terme. Je veux dire, le long terme, c'est une vision globale des relations entre l'Europe et l'Afrique. Vous avez l'Europe qui se pose des questions avec des gens qui arrivent, et vous n'avez même pas un sommet de l'Union africaine sur ce sujet, sur le sujet des émigrés. D'accord. Mais que fait-on de tous ces gens qui arrivent sur leur bateau pneumatique? On leur dit vous allez vous entasser sous un pont au port de la Chapelle, vous allez essayer... C'est pour ça que c'est très politique, c'est parce que ce sont toujours les mêmes qui payent. C'est comme la sécurité en Afrique, il n'y a que la France qui paye son milliard d'euros par an d'opérations extérieures. Mais là, c'est pour répartir les sommes d'argent, c'est une question de fric, c'est pas une question de gens. Patrick Lozette, est-ce que c'est inconcevable de demander, je sais pas moi, aux Polonais, aux Slovaques, aux Portugais, de recueillir une partie de ces migrants qui cherchent une meilleure vie en Europe? Après tout, ils font partie de l'Union européenne, ces pays. Oui, ils font partie de l'Union européenne et sur les 28 pays de l'Union européenne, il y a 13
qui n'ont pratiquement pas de politique pour accueillir les migrants. Mais les pourcentages dont vous parlez, 12%, 11, 80 et quelques, qui concernent les réfugiés, ce ne sont pas des chiffres qui sortent d'un chapeau. Il s'agit de chiffres qu'on trouve dans les traités. Il y a des chiffres pour les réfugiés, mais il y a aussi des chiffres pour les situations dans lesquelles il y a des afflux de migrants pour la relocalisation. Et dans ce cas-là, la France aurait 14%. Ce qui se passe, c'est que les pays qui sont très proches de la Méditerranée sont pratiquement les seuls à subir le fardeau, entre guillemets, et il est tout à fait logique, il est tout à fait acceptable que les mécanismes de solidarité se mettent en place. Évidemment, le mot quota, quand il s'agit de personnes qui sont en situation fragile, est tout à fait détestable, donc il faut parler de répartition, chacun doit prendre sa part, et c'est tout à fait normal que quand on est en Europe et qu'on signe, on doit prendre sa part. Mais il y a 3 pays, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande et il y a le Danemark qui ont signé, entre guillemets, leur entrée dans l'Union européenne avec des options qui font que eux peuvent s'extraire de ces mécanismes de solidarité pour les migrants. Je crois que ces pays-là, même si rien ne les y oblige et qu'il n'y a que le volontariat qui peut les amener à prendre leur part, ces pays-là aussi doivent prendre leur part. On parlera certainement de l'Angleterre qui aujourd'hui dit non, 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 comme Mme Thatcher il y a quelques années dit « I want my money back ». Et je ne trouve pas ça au niveau des valeurs auxquelles l'Angleterre nous a habitués. Voilà. Un mot quand même, parce que là on parle de recueillir ceux qui ont fait une demande d'asile. Juste une question, que fait-on des autres? Pour le moment, la réponse n'est pas apportée. Là, en fait, on a une réponse technocratique à une réalité. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va faire une répartition, on va faire finalement comme les passeurs. C'est-à-dire qu'on va donner un numéro à chaque personne et on va les répartir au prorata des différents pays. Mais c'est une méconnaissance totale de la réalité de la vie de ces migrants. Ces migrants, ils ne partent pas à l'aventure. Ils ont un projet migratoire et leur projet migratoire, c'est de rejoindre dans l'Europe quelqu'un dont ils ont la connaissance et qui est susceptible de les aider à trouver des meilleurs moyens de vivre. Donc, vouloir dire par exemple qu'un Malien qui quitte le Mali parce que le Mali est en difficulté, comme nous le savons. Ce sont toujours les mêmes zones qui vont accueillir toujours plus d'immigrés. Non, mais il est évident qu'un Malien qui veut rejoindre Montreuil, parce qu'il sait que là, il y a un comité d'accueil, et vous l'envoyez à Bratislava en Slovaquie, c'est complètement aberrant. En réalité, aujourd'hui, la demande d'asile, elle se répartit naturellement. La meilleure preuve, c'est que l'Italie crie très fort, mais l'Italie n'est que la porte d'entrée de ces migrants. C'est pas du tout le premier pays en matière de demande d'asile. Pendant des années, le premier pays en demande d'asile, c'était la France. Bon, simplement, depuis 2-3 ans, c'est l'Allemagne, parce que l'économie française s'est détériorée, que les demandeurs d'asile sont parfaitement informés des possibilités. Je vous rappelle que, regardez, ces derniers jours, on a ouvert un nouveau centre à Sangatte. Qu'est-ce qu'ont demandé les personnes concernées? Elles ont demandé, premièrement, des sanitaires. Deuxièmement, la possibilité de recharger leur téléphone portable. Donc il s'agit bien pour eux d'être dans un réseau d'information qui leur permet de rejoindre les personnes qui souhaitent rejoindre et de profiter des opportunités d'emploi susceptibles de se présenter. Donc vous le disiez à l'instant, ils veulent aller en Grande-Bretagne, sauf que la Grande-Bretagne ne veut plus de migrants, elle vient de le dire, elle est contre cette idée. Alors on va regarder le sujet, puisque la Grande-Bretagne a dit qu'elle était absolument contre cette idée des quotas, et elle est soutenue en cela par la population britannique qui est devenue très sensible sur cette question de l'immigration. Je vous propose de regarder ce reportage à Londres de Laurent Hirsch et Dominique Lemarchand. C'est à ce genre de petits détails qu'on se dit qu'on est en Grande-Bretagne. Shakespeare, Nigel Sussman n'aime pas seulement les poubelles aux imprimés fleuris, mais aussi les bustes de Shakespeare et surtout les gadgets. Vous aimez? À 54 ans, ce jeune retraité de la finance londonienne s'est lancé il y a à peine 6 mois en politique. Oh, regardez, Nigel Farage. Son parti, c'est le UKIP, dirigé par cet homme, Nigel Farage. Il a gardé des toutes récentes élections législatives quelques souvenirs de campagne.
Ici, il est question de donner un grand coup de balai dans la classe politique britannique. Là, vous pouvez reconnaître Nigel Farage. Calais, bien sûr, est une question essentielle, avec ces réfugiés en France qui tentent de rejoindre notre pays. L'immigration, thème central dans la vie politique britannique actuelle. Et qu'importent les approximations à ce sujet. On ne peut pas contrôler l'immigration. Fermer la porte, même juste un peu. Au Parlement européen, on a dit que cette politique était une idiotie. Si les portes étaient vraiment si ouvertes, il n'y aurait pas de camp de réfugiés à Calais. Oui, vous avez raison. Mais il faut dire que l'immigration illégale, c'est encore un autre problème. Mais on paye pour Calais, comme vous le savez certainement. Le UKIP est certes très à droite sur l'échiquier politique britannique, europhobe et considéré par beaucoup comme populiste, mais ses positions radicales influencent le débat. Avant-hier dans le Times, la ministre de l'Intérieur, Theresa May, a déclaré que les migrants qui tentent de gagner l'Europe devraient être renvoyés chez eux. Quant au quota d'immigration proposé par Bruxelles, la réponse est non. Une position comprise et partagée par une majorité de Britanniques, d'après les derniers sondages. On est une île. On existait avant l'Union européenne. On survivra après. On s'occupe trop des problèmes des autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons une responsabilité sur cette question. Mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Quand on voit des personnes venir d'Afrique sur des bateaux en détresse, le problème c'est que l'Europe ne peut pas accueillir toute l'Afrique. Face à la tentation du repli sur soi et de l'insularisme, les opposants tentent à leur tour de donner de la voix, non sans un certain succès. Ça, c'est le jour où 15 000 personnes ont manifesté lors de la journée contre le racisme à Londres. Jamais depuis 20 ans, pareil rassemblement n'avait connu ici autant d'affluence. Peut-être parce que, selon ce militant des droits de l'homme, les migrants servent de bouc émissaire en Grande-Bretagne. On nous dit que l'austérité est nécessaire. Les responsables, ce sont nos dirigeants qui nous ont emmenés dans cette crise économique. Ils ont fait diversion en accusant des populations en situation de faiblesse, absolument pas responsables de cette crise. Les migrants en font partie. Sur les questions ô combien sensibles de sécurité, le Royaume-Uni bénéficie, comme l'Irlande et le Danemark, d'un droit de retrait, appelé opt-out, au sein de l'Union européenne. En clair, un joker. Le gouvernement britannique n'est pas obligé d'adopter une législation dans ce domaine. Mais il peut le faire s'il le souhaite. C'est une sorte d'arrangement à la carte dont bénéficie le Royaume-Uni. Ce privilège britannique fait grincer des dents ses partenaires européens qui l'incitent à intensifier ses efforts sur les questions migratoires. L'an dernier, en Grande-Bretagne, il y avait 31 000 demandeurs d'asile. En France, on en comptait le double. Et en Allemagne, 7 fois plus. Alors, première question Internet. Quelles sont les conséquences de l'arrivée d'étrangers sur l'économie d'un pays? Gérard-François Dumont. D'abord, par étranger, le mot est au pluriel. Donc tout dépend le type d'étranger qui arrive dans un pays et tout dépend aussi de la situation économique du pays. On parle des migrants. On parle des migrants, oui. Mais parmi les migrants qui arrivent en Europe chaque année, il y en a certains qui ont des qualifications, d'autres qui n'en ont pas. Il y a certains qui viennent dans le cadre des migrations entrepreneuriales, donc qui en fait sont nommés en France pour travailler dans une entreprise. Et puis il y en a d'autres qui viennent de façon illégale. Donc il est absolument impossible de généraliser parce qu'il y a une autre donnée qu'il faut prendre en considération, c'est la population active. Si je considère l'Allemagne, sa population active diminue. Donc l'Allemagne... Mais le fait que des migrants sans aucune formation
arrive et bien souvent a beaucoup de mal à décrocher un emploi, est-ce que ça peut avoir un effet ou est-ce que c'est totalement neutre? C'est ça la question. Oui, mais d'un autre côté, il faut préciser que dans des pays, dans tous les pays d'ailleurs, mais notamment en France, nous avons un certain nombre de nationaux qui ont une faible appétence pour le travail ou une faible appétence pour certains travaux. Et donc les chefs de travailler au noir, dans des cuisines, dans des bas-fonds, etc. Donc les chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre sont parfois très contents de trouver des migrants qui peuvent mettre au travail. Non déclarés. Voilà. Non déclarés dans un certain nombre de cas, malgré des mesures qui ont été prises pour obliger cette déclaration. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de réponse générale à cette... Ça alimente le travail au noir, c'est pas fantastique non plus vis-à-vis des autres entreprises qui payent leurs charges et qui déclarent tout correctement. Sauf que l'un des éléments très importants, c'est la possibilité de régularisation par le travail. C'est-à-dire le fait, effectivement, qu'un chef d'entreprise déclare qu'il a quelqu'un d'irrégulier, qu'il est prêt à ce qu'il soit régularisé, et au moment de la régularisation, là, on entre dans le système où, en fait, la personne va être officiellement salariée, ce qui va donner lieu à des cotisations sociales, et ce qui va donner lieu pour la personne à éventuellement des impôts. Donc, je suis désolé de dire, mais il n'y a pas de réponse générale à cette question. Mais quel est le circuit type d'un migrant? Il arrive, où est-ce qui le loge, qui le nourrit, est-ce qu'il va travailler? C'est très important votre question. Le circuit type d'un migrant en Europe, c'est le regroupement familial. C'est le premier circuit d'entrée en Europe. Ce sont des personnes qui viennent en Europe parce qu'il y a déjà quelqu'un présent en Europe qui a demandé que son conjoint... Tous l'Érythréen qui fuit, qui part qui quitte l'Érythrée, il a toujours... Non, mais ça, je dis, c'est le flux premier. Ouais. Le flux premier d'entrée en Europe, c'est le regroupement familial. Il faut insister sur ce point parce qu'on l'oublie compte tenu de ce que nous voyons. Là, on parlait des migrants sur les bateaux. Concernant les Érythréens, il y a déjà une importante diaspora érythréenne en Europe. Et d'ailleurs, il faut préciser que le coût que paient les migrants aux passeurs, c'est souvent la diaspora qui les a aidés à financer une partie du coût de passage. C'est ce qui montre bien, si vous voulez, que ces migrants, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des personnes qui sont dans un réseau d'entraide, quelle que soit la difficulté de leur migration. Ils se sont mobilisés à 3 ou 4 Non, plus. La question, elle est très claire. La question du téléspectateur, elle est assez claire. Il cherche à savoir, beaucoup de nos concitoyens d'ailleurs se posent la même question. Est-ce que les migrants pèsent sur l'économie? Il faut commencer par dire... Est-ce qu'ils apportent ou est-ce qu'ils sont en situation de parasite? D'accord. Voilà. Donc il faut commencer par dire que 80% des migrants dont on parle depuis ces derniers jours, depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois, ne sont pas des migrants économiques, mais des migrants qui peuvent bénéficier de l'asile. Mais on peut parler des migrants économiques. Je pense qu'il faut dire aussi qu'il vaut mieux rentrer dans un pays de la manière la plus légale. Mais il est des secteurs dans notre pays, notamment le bâtiment, la restauration, qui utilisent de la main-d'œuvre entre guillemets illégale parce que nos concitoyens, parce que les Français ne veulent pas faire certaines tâches et qu'ils en ont promotion. Je vous ai dit travail illégal en disant c'est fantastique. Pas la promotion, mais la question qui est posée, elle est extrêmement claire. C'est de l'économie. Je vous redis, il vaut mieux rentrer dans un pays de manière légale. Et je vous dis que ce sont certains chefs d'entreprise français qui utilisent cette main-d'œuvre-là et que ça a un impact économique. Positif, donc. Il faut leur demander. S'ils le font, c'est que pour eux, ça a un impact économique. Vous me demandez d'expliquer. J'explique. Non, mais surtout que dans cette main-d'œuvre illégale, il y a des personnes qui sont entrées légalement en Europe avec un visa et que le visa expiré, ils restent en Europe. Donc ils sont bien entrés légalement, mais ils deviennent illégaux quand, par exemple, leur visa de tourisme ou leur visa de travail ou leur visa lié à des études est terminé. Mais je pense aussi qu'il faut aussi arrêter de faire des comptes d'apothicaires sur qu'est-ce qu'un tel, combien il coûte, combien il représente.
il faut quand même avoir une vision. Non, mais il faut quand même. Quand on est devant cette télévision qu'on voit ça, oui, on se dit, il va arriver à côté de chez. Oui. Mais c'est aussi la responsabilité des hommes politiques, comme sans doute des journalistes, d'expliquer qu'on ne peut pas faire des comptes d'apothicaire parce que c'est un ensemble, c'est des relations globales. Je veux dire, quand le président François Hollande dit l'Afrique, c'est l'avenir de notre économie, c'est des relations globales avec des gens qui sont formés, qui reviennent, nos entreprises ont besoin à un moment donné d'Africains formés pour retourner en Afrique. C'est des échanges. Si on fait des comptes d'apothicaire, là on est en train de mobiliser un certain nombre de pays africains pour la grande réunion sur le climat à la fin de l'année. Sans l'Afrique, la France n'est rien au niveau des Nations Unies. Si on ne faut pas faire des comptes d'apothicaire sur tel et tel Africains, les relations et les gens qui arrivent, que ce soit les Érythréens et autres, à chaque fois, c'est des situations vraiment particulières avec des solidarités familiales africaines et il faut quand même avoir une sorte de grand angle et de voir que les problèmes de l'immigration... Quelle est la destinée de ces centaines de milliers de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes? Où vont-ils aller? Que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils vont s'insérer, etc. Est-ce qu'on a une idée? Je voudrais revenir quand même sur votre question précédente, parce qu'on a écouté un reportage sur le Royaume-Uni. Alors un peu d'anglophobie ne fera de mal à personne, bien sûr, que l'économie, ceci. Mais enfin, quel est le pays qui aujourd'hui délivre le plus de permis de résidence en Europe? C'est la Grande-Bretagne. Il y a à peu près 2,4 millions de permis qui sont délivrés dans l'Union européenne, 700 000 pour le Royaume-Uni. Mais on ne parle pas là-dedans de Français, d'Européens, non? Non. Permis à des ressortissants d'États tiers. Mais une immense majorité déjà pour faire des études. Ouais. Une très grande... voilà. Londres est la 7e ville française, je crois. Mais indépendamment de ça, les Hindous, les Chinois... Le Commonwealth, ils sont toujours dans le Commonwealth. C'est effectivement très très facile de dire et d'entendre ce qu'on en a entendu tout à l'heure. Mais quand on regarde la réalité des chiffres qui est derrière, elle ne correspond pas au discours politique. Et d'ailleurs, le discours politique, il a quand même modérément convaincu les électeurs britanniques, si je ne me trompe, M. Farage, il n'a pas été élu. Si je comprends bien, il n'y a aucun problème d'immigration clandestine et on pourrait même... Non, écoutez, si. Alors quels sont-ils alors ces problèmes? Vous ne pouvez pas mettre dans le même sac un banquier américain qui vient à la City et un malheureux qui arrive du fond de l'Érythrée. C'est ce que je vous pose depuis le début. Et non, c'est la même catégorie, ça s'appelle migrant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la montée du sentiment anti-immigration au Royaume-Uni n'est pas liée à des immigrants illégaux, mais à des immigrants légaux. Et à des plombiers polonais. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, le Royaume-Uni a joué le jeu et a dit, puisqu'il y a 10 nouveaux pays qui entrent dans l'Union européenne, tout de suite, je donne la liberté de circulation à l'ensemble des ressortissants de ce pays. La plupart des pays de l'Union européenne, dont la France, nous n'avons pas joué le jeu. Et nous avons refusé d'ouvrir tout de suite nos frontières. Plombier polonais. Oui, c'est le plombier polonais pendant 7 ans, grosso modo. Et donc, le résultat, c'est que le Royaume-Uni a reçu un nombre considérable d'Européens, d'Europe centrale et d'Europe orientale, et que les autres... là, pardon, mais on s'éloigne un tout petit peu du sujet, qui est le sujet d'aujourd'hui, il y a, et ça s'accélère, des centaines de milliers de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes, et on sait qu'on ne va pas les renvoyer chez eux, donc on se demande quelle est leur destinée. Voilà. Oui, ce qu'on essaie, les uns et les autres. Alors dites-moi, donc Manu Militari, on va les renvoyer en Érythrée, au Soudan, etc. Non, mais c'est bien là qu'est la différence au sein des migrants. Il y a des migrants et il y a des demandeurs d'asile. Les migrants, vous les renvoyez chez eux. Les demandeurs d'asile, vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux. Alors si vous ne pouvez pas les renvoyer comme ils demandent tous, si vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux, soit vous les gardez chez vous, soit vous les gardez dans un autre État membre de l'Union européenne, soit vous trouvez un pays tiers qui va accepter de les garder, qui si ça se trouve ne sera pas très loin du pays qu'ils ont quitté, et l'Union européenne payera pour essayer de réinstaller dans des pays voisins ces demandeurs de protection. C'est très exactement ce qui va se passer avec le Mali et le Niger, et c'est ce qu'a annoncé le président de la Commission le 13 mai. On va ouvrir des centres pilotes avec le HCR pour essayer de retenir ces migrants, pour essayer de faire le tri entre ceux qui méritent. Où ça alors on va ouvrir au Niger et au Mali sans doute. Le Mali, ça me paraît un peu plus étonnant, mais le Niger et le Mali. Et évidemment, l'Union européenne va payer. Et il faut savoir, soit vous laissez rentrer, soit vous payez.
Alors comment fait-on le tri? Quelles questions pose-t-on pour savoir si vous avez le droit d'aller dans, entre guillemets, l'Eldorado européen? Mais vous avez des gens dont c'est le travail, à commencer par les gens du Haut Commissariat aux réfugiés, dont c'est le job sur la planète. Alors question, c'est 18 millions de réfugiés qui sont gérés dans le monde aujourd'hui par le HCR. Et comment ça se passe alors? Alors c'est des entretiens, et d'où vous venez? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un vieillard? Est-ce que vous avez été battu? Vous avez toute une série de questionnaires, un peu de même nature que ceux que vous allez rencontrer quand vous allez rencontrer un officier de l'OFPRA à Paris, qui va vous demander d'où vous venez, pourquoi, et si vous méritez la protection ou pas. Et vous allez avoir un tri, parce que bien évidemment, ces structures-là connaissent parfaitement les pays d'origine, connaissent parfaitement la nature des menaces, le lieu des menaces, les auteurs des menaces. Et très franchement, on va vite faire la différence entre le Sénégalais et le Syrien. Je pense qu'il faut faire. Ce qu'il faut préciser, c'est déjà une pratique très courante. Simplement, elle ne s'est jamais pratiquement faite avec l'Union européenne, mais elle se faisait par exemple couramment avec le Canada. La pratique sur le Mali, le Niger, c'est une nouveauté. Oui, mais alors Patrick. Non, mais je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre ces situations humanitaires dont nous parlons depuis quelques semaines, dont je vous ai dit, mais je vous le redis, que 80% sont des candidats à l'asile, et la question plus globale de l'immigration que vous posez, comment faire pour que effectivement les personnes qui viennent d'autres continents et qui imaginent que l'Europe est un Eldorado et qui veulent s'installer ici, comment faire en sorte que ces personnes ne viennent pas. Je pense qu'il faut traiter le plus profondément possible cette question à la source. Il y a Jean-Louis Borloo qui a aujourd'hui un projet d'électrification qui a vocation à aider le continent africain et à donner de l'emploi aux Africains pour qu'ils restent chez eux. Il y a plusieurs projets de cette nature, mais je pense qu'on ne peut pas mélanger. Dans 10 ans, mais en attendant là cet été, ça va être des centaines de milliers. C'est pas dans 10 ans, demandez-lui, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 2-3 ans que ça pourra commencer. Ce qu'on essaie simplement de vous dire les uns et les autres, c'est que ce dont nous avons parlé au début de l'émission, il s'agissait de situations humanitaires. On ne va pas laisser mourir ces personnes dans moi, la je pensais naïvement, et vous posez la question globalement de l'immigration dont on peut parler, mais parce que c'est exactement. Il n'y a pas un mode d'emploi quand même. Vous voulez fuir la misère, vous allez en Libye. Vous tombez aux mains de passeurs qui vous font passer, qui vous donnent un téléphone portable avec le numéro des urgences italiennes préenregistré. Vous êtes recueilli là-bas. On vous dit si tu veux rester en Europe, il faut que tu affirmes que tu fais une demande d'asile. Oui. Et ensuite tu restes en Europe et tu vas essayer de t'inventer une vie meilleure. Sauf que aujourd'hui. Et la question est que ce processus que je viens de décrire, on a l'impression qu'il grossit et qu'il commence à devenir problématique. Voilà. Est-ce que ce que je viens de dire est faux ou est-ce qu'il y a un problème? Continuons. Vous avez raison. Continuons. On y arrive. Vous avez raison. Mais continuons l'itinéraire. Vous allez rentrer par l'Italie. Bon. Les Italiens qui sont en train d'être débordés vont surtout éviter de prendre vos empreintes digitales pour qu'on ne puisse pas vous suivre. Ouais. Donc vous allez traverser, vous allez arriver en France. Ces braves gens que nous avons vus dans votre reportage à Londres et où vous voulez aller, parce que la diaspora dont vous venez, elle est là-bas, ils vous attendent à bras ouverts. Donc vous allez foncer à Calais, vous allez attendre. Et c'est la France qui va servir de garde-frontière pour les Britanniques, puisque c'est nous qui allons les retenir dans les conditions lamentables que l'on a vues à la télévision l'autre jour, puisque aujourd'hui ce sont les policiers français qui gardent les frontières britanniques quand même, ce qui est un drôle de retournement des choses. Et à l'arrivée, quand ils seront arrivés à monter dans un camion pour arriver au Royaume-Uni, ils demanderont l'asile. Et là encore, je voudrais répondre à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, le taux de décision positive en matière d'asile aujourd'hui en France, 22%. Sur 60 000. Oui, mais au bout de combien d'années? Au bout de combien de temps? 22, c'est pas le problème, c'est oui ou non. 22% sur 60 000. Le taux au Royaume-Uni, c'est 39%. Donc aujourd'hui, il est sans doute plus facile d'obtenir l'asile au Royaume-Uni qu'en France. Oui, simplement par rapport à ce que vous dites, ils ne demandent pas nécessairement l'asile au Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, il y a l'habeas corpus, il n'y a pas de carte nationale d'identité, et donc le risque effectivement d'être on peut vivre dans la clandestinité. Par la police, donc ils n'ont pas. On peut vivre autant dans la clandestinité. En France, ils doivent absolument demander l'asile pour avoir en gros une protection juridique et un statut. Autant au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Et c'est une des raisons qui explique les faibles chiffres relatifs des demandes d'asile au Royaume-Uni. L'emploi, comme vous le disiez, puisque vous pouvez vivre en clandestinité, donc vous n'allez pas être l'objet d'un contrôle. Antoine Glaser, donc sur ces phénomènes migratoires.
d'Afrique. Est-ce que quand même quelle est la destinée et est-ce que ça va continuer à grossir? La première destinée, c'est le long terme. C'est qu'est-ce qui se passe sur ce continent qui va passer de 1 à 2 milliards d'habitants en 2050. Ça, personne. C'est pour ça pourquoi on parle du Mali. Le Mali, c'est là où il y a le taux de fécondité le plus important, et environ 7 à 8 enfants par femme. Donc c'est un pays où il va y avoir 50 millions d'habitants. Et c'est vrai que tous les pays du Maghreb qui sont sous la pression. Pourquoi est-ce qu'ils passent par la Libye? Parce que finalement le Maroc a réussi avec l'Espagne à verrouiller Gibraltar. Donc ils passent, verrouiller. Pas complètement, mais quand même. Et du coup, ils passent la Libye à chaque fois qu'il y a un trou d'air. Mais la réalité, le problème de fond, c'est l'Afrique est totalement autiste. Vous avez entendu, l'Europe se préoccupe, mais les gens n'arrivent pas de nowhere, je veux dire. La présidente de la Commission africaine, ils ont prévu de faire un sommet sur l'autonomisation des femmes à l'horizon 2063, avec des trucs absurdes. Mais il n'y a pas de sommet sur les problèmes des migrations. Alors, quand ça arrive sur le continent... On nous parle beaucoup du continent africain qui a promis à l'Eldorado avec une forte croissance, et ils ne font rien pour leur population misérable. 2 milliards d'habitants. Il y aura bien évidemment 300 millions de consommateurs pour les gens qui vendent des portables, des machins. Bien sûr qu'il y aura de la consommation, mais le problème de fond, il y aura 300 millions de consommateurs, mais il y aura encore 1,7 milliard de gens totalement pauvres ou extrêmement pauvres. Et qui et qui produiront des réfugiés. Et le problème de fond, il est là, à long terme. Il n'y a aucune vision vis-à-vis de l'Afrique. Quel est le chef d'État qui ose dire à un chef d'État africain qui a justement énormément de migrants, qui ose lui dire mais monsieur, il y a un vrai problème là. Alors, ça a été essayé à un moment donné avec des systèmes de quotes, là aussi de quotas. On vous prend une centaine de types, mais en même temps, ceux qu'on reconduit aux frontières, vous les réintégrez. Mais le problème de fond, c'est un problème de développement, de long terme. Et donc, face à cette pression, puisque vous avez donné le chiffre, il y a 1,7 milliard demain de gens qui resteront dans la misère, même si le continent africain décolle économiquement. Donc, ils voudront aller vers l'Eldorado européen. Oui, enfin, non, mais je parle avec des guillemets, puisque c'est l'image. C'est l'image, n'est-ce pas? Absolument. Donc, le problème, il est là. Il est pas. Alors donc que fait-on? On construit un mur dans la Méditerranée. On dit aux Africains pourquoi continuer? On leur dit de pas venir, et ça suffit? Je vais vous expliquer pourquoi les pays comme le Mali et autres, ils n'en parlent même plus. Parce qu'en fait, ils reçoivent plus avec les diasporas. Ils reçoivent plus d'argent avec les diasporas de l'extérieur que d'aide au développement. Donc ils regardent... Les familles maliennes installées en France envoient... La seule solution, c'est le développement économique de l'Afrique et le développement économique de l'Afrique pour que cette pression sur l'Europe, elle baisse. Alors, en attendant, il y a tous les jours des migrants qui déboulent sur les côtes, qui arrivent tant bien que mal sur les côtes africaines, donc les côtes européennes, pardon. Donc justement, nous sommes allés en Sicile pour recueillir le témoignage de l'un de ces migrants. C'est un migrant érythréen qui s'appelle Kibrom. Donc, il a risqué sa vie pour venir jusqu'en Italie, et surtout, il raconte qu'il a dû payer très cher. Donc, reportage en Sicile de François-Xavier Rigaud et de Joël Lefebvre. À moins de 500 km de la Libye, la Sicile est l'une des portes d'entrée privilégiées des migrants vers l'Europe. Depuis le début du mois d'avril, plus de 10 000 migrants ont été enregistrés rien qu'en Italie. Là, ce sont des bateaux abandonnés par les passeurs. Ils étaient plus de 300 dans chaque bateau. Ils les remplissent au maximum, bien au-delà de leur capacité. Pour fuir leur pays et embarquer dans ces bateaux de fortune, les réfugiés doivent payer des passeurs. Les passeurs se font un fric fou, ils gagnent énormément d'argent. Dans ce camp de réfugiés situé au cœur de la Sicile, rares sont les migrants qui acceptent de parler des passeurs, par crainte de représailles envers leur famille restée au pays. Seul Kibrom, un Érythréen de 26 ans, a répondu à nos questions, mais à une condition, ne pas montrer son visage. Il est arrivé en Italie il y a une semaine maintenant. Pour atteindre l'Eldorado européen, il a parcouru 4000 km. Et à chaque traversée de frontière, il a dû payer un passeur.
Oui, c'est vraiment très cher. De l'Éthiopie au Soudan, ça coûte 1 400 $. Et du Soudan à la Libye, 1 600 $. Et pour prendre le bateau de la Libye à ici, c'est 1 600 $. Au total, c'est 5 000 $ que j'ai déboursés. Pour faciliter les moyens de paiement, ces réseaux de passeurs ont des connexions dans chaque pays d'origine des migrants. C'est un véritable réseau international. On peut les payer à distance. Par exemple, quelqu'un de votre famille en Érythrée donne de l'argent à un membre du réseau. Quand ils reçoivent un coup de fil comme quoi quelqu'un a bien payé pour vous, c'est bon, ils te laissent embarquer dans le bateau. Le tarif varie en fonction du pays d'origine du migrant. Pour traverser la Méditerranée, le prix oscille entre 300 et 2000 $. Ils nous demandent cette somme parce que nous, les Érythréens, on veut de bons bateaux. Les Somaliens, par exemple, ils payent seulement 1 000 $. Mais ils les envoient dans des bateaux en plastique. Donc ça dépend du pays d'où tu viens. Mais les passeurs, ils sont avec vous dans les bateaux? Ah non, ils ne sont pas dans le bateau. Ils vous montrent la direction à suivre sur une boussole. Après, on part seul en mer. Kibrom espère maintenant pouvoir rejoindre les Pays-Bas, un pays aujourd'hui très prisé par les migrants. À Catane, depuis l'afflux de ces réfugiés, plusieurs procureurs sont dédiés à la traque des passeurs. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, à chaque arrivée de bateau, ils interrogent les migrants. L'organisation rassemble les migrants dans 3 hangars proches des côtes libyennes. Quand il y a un nombre de migrants suffisant, alors on se met en quête d'une embarcation. Et puis des Libyens habillés comme des paramilitaires embarquent les migrants dans des Zodiacs pour les emmener dans un bateau qui les attend au large. Une fois que le bateau est rempli, ils donnent la direction à suivre pour rejoindre les eaux internationales. Puis les Libyens repartent dans leur Zodiac. Il est donc très difficile pour nous de remonter jusqu'aux organisateurs du réseau. Le business des passeurs ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. D'autres réseaux prennent en charge leur acheminement depuis la Sicile vers l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre ou encore la France. Et là encore, le coût est très élevé. Il peut atteindre les 10 000 $. Alors, question Internet. La mise en place de quotas ne serait-elle pas une aubaine pour tous les passeurs mafieux? Moi, c'est tout à fait mon sentiment. C'est-à-dire que ces derniers mois, l'Europe, en fait, est un agent commercial des passeurs. Agent commercial d'abord, puisque ce sont quand même des pays européens qui ont déstabilisé la Libye. Et en déstabilisant la Libye et en ne détruisant pas toutes les armes qui avaient été accumulées par Kadhafi, un certain nombre de groupes djihadistes ou de mafias de passeurs ont pu s'emparer de tout un armement qu'ils utilisent aujourd'hui, comme cela d'ailleurs vient d'être dit dans le reportage. Ensuite, dans la mesure où l'Italie a annoncé l'opération Mare Nostrum, c'est-à-dire s'engager à ce que tout bateau vienne à son secours, le message a parfaitement été entendu par les passeurs qui ont dit... C'est pas votre point de vue du tout, là. Oui, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas partager. Donc, en fait, c'est un système qui a servi les passeurs qui, du coup, ont augmenté le nombre de passages, augmenté aussi leur rentrée financière. Donc, si vous voulez, on est tout à fait dans la logique de la phrase de Blaise Pascal qui veut faire l'ange fait la bête. Henri Labelle, si on écrète des quotas, attendez, on va juste dire, maintenant, c'est en plus organisé après en aval. Oui. Vous allez être recueillis dans tel et tel pays. Ça va être organisé de A à Z. Les 20 000 places sur 500 millions de citoyens européens, je pense qu'on est encore très loin de ce qui peut s'apparenter à un quota. Je voudrais revenir sur Mare Nostrum et Triton. On a arrêté ces opérations de sauvetage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il en est mort 4 fois plus. Voilà. Donc dire que arrêter ou ne pas arrêter Mare Nostrum, ça avait un effet ou pas. Là, l'effet, il est catégorique. Ça n'a pas diminué les augmentations. Laissez-moi terminer, je vous prie. Ce que je veux dire par là, c'est que
on est dans un effet qui fait penser aux lemmings, vous savez, qui partent par milliers et qui envahissent tout. Vous avez aujourd'hui, vous allumez votre poste de télévision, vous avez aujourd'hui au large de l'Indonésie et de la Malaisie les mêmes phénomènes que nous avons en Méditerranée. Et ce n'est que le début. Et tous les gens qui travaillent sur ces questions-là savent que ce n'est que le début. Donc, il faut nous faire à l'idée qu'aujourd'hui, on est grosso modo à 1 milliard de personnes sur la planète qui sont en mobilité, soit qui bougent à l'intérieur de leurs États, soit qui sortent de leurs États. Et donc, imaginez que l'on va pouvoir, avec des petites frontières... Non, il faut dire au bon peuple, il n'y a rien à faire, ouvrez vos portes. Non, vous n'êtes plus maître... Non, mais écoutez... Non, il faut essayer de dire... il faut dire au bon peuple autre chose que ce que le Front National lui dit. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut dire au bon peuple qu'il y a des situations qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on est en train de parler de migrants africains. Mais la plupart des gens qui descendent de ces bateaux, ce sont des Syriens. Et qui c'est qui a déstabilisé l'Irak si ce n'est pas l'Occident ? L'une des premières nationalités qui, aujourd'hui, est en tête du hit-parade pour les demandes d'asile, ce sont les Afghans. Et qui c'est qui a déstabilisé l'Afghanistan ? Nous n'avons pas de responsabilité, nous, le camp occidental, dans tout ça. D'accord, ça, ce sont les causes, mais maintenant, il faut gérer les causes. Et maintenant, il faut payer les effets de nos inconséquences. Et la France a eu le courage au Mali. Imaginez que la France n'aille pas au Mali. On aurait, de la Corne d'Afrique jusqu'au Maroc, on aurait une bande aujourd'hui, livrée à Daesh, à l'État islamique, avec des massacres, et on fermerait les yeux sur ces massacres. Je suis désolé, je ne peux pas me satisfaire, même si l'opération Mare Nostrum s'arrête ou ne s'arrête pas, je ne peux pas me satisfaire de l'idée que des chrétiens de Syrie puissent mourir sur les plages où je pars en vacances. Ce sont nos valeurs. Ou alors arrêtons de brandir nos valeurs pour un oui ou pour un non, ou pour ne les sortir que quand c'est bien pour défiler dans la rue. C'est un tout. On comprend très bien les raisons qui font que des gens aient envie de partir et on comprend en plus qu'on soit peut-être à l'origine de cette déstabilisation. Ce ne sont pas les mêmes. Bon voilà, ça on le comprend. Maintenant, la situation est est-ce qu'il faut accepter l'idée qu'il va y avoir un nombre croissant par centaines de milliers de personnes qui vont quitter ces régions sinistrées pour venir chez nous? Oui, est-ce qu'il faut l'accepter et comment l'organise-t-on? Voilà. Mais oui, mais c'est ça, vous ne voulez pas répondre depuis le début. Alors voilà. C'est ce qu'on a commencé à dire. Mais je pense que nous y répondons. Je pense que nous y répondons en faisant la part des choses. Encore une fois, 2500 personnes, 2300 et quelques personnes pour 66 millions d'habitants. La France accueillera 2300 personnes, vous l'avez dit. On essaie simplement de vous dire que par rapport à 66 millions de personnes, 2300, c'est quelque chose que l'on peut gérer, mais que dans le même temps... Donc on s'effraie inutilement face à ces images. Non. Mais, vous savez, il y a un mais, donc je vais terminer ma phrase et vous expliquer que dans le même temps, il faut évidemment s'alarmer de la situation créée par ces passeurs. Vous savez que ces passeurs qui s'enrichissent, ces trafiquants d'êtres humains, vous savez ce qu'ils font. Il y a quelques années, ils étaient sur les bateaux. Maintenant, ils ne vont même plus sur les bateaux. Non seulement ils ne vont plus sur les bateaux, vous savez qu'ils ne mettent plus assez de carburant pour que les bateaux puissent aller d'une rive à l'autre parce qu'ils savent très bien que les bateaux n'iront pas et qu'ils s'arrêteront. Donc ils mettent assez de carburant pour aller à la moitié. Donc il faut les dénoncer et nous les dénonçons. Et il n'y a aucune raison que nous ayons la moindre complaisance, en tout cas pour ce qui me concerne, la moindre compassion pour ces passeurs. Que pensez de l'idée qui est demandée à l'ONU d'ailleurs d'aller bombarder en Libye ces réseaux de passeurs? Non, mais je pense qu'il faut Non, mais la demande a été faite à l'ONU. Quelques secondes. Oui, mais absolument. Mais ça, moi, j'ai évoqué ce point-là bien avant, d'ailleurs, que l'Union européenne s'en empare. Il est évident que la Libye est un pays complètement déstabilisé, où nous avons un certain nombre de groupes djihadistes qui nuisent non seulement à la Libye, mais dont les métastases risquent de se déployer. Déjà, elles se sont déployées au Mali, elles peuvent se déployer en Tunisie, elles peuvent se déployer en Égypte. Donc, effectivement, je crois qu'il est absolument de la responsabilité de la communauté internationale de travailler pour stabiliser la Libye, quitte à intervenir. Sauf que la communauté internationale n'existe pas. Oui, mais quand je dis la communauté internationale, non, mais français et anglais, que l'ONU c'est la France et l'Algérie peut-être. Non, mais que l'ONU autorise ceux qui le souhaitent à stabiliser ce pays. Allez, je suis désolé, il reste très peu de temps et il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé, ce sont les statistiques ethniques, puisque Robert Ménard, la semaine dernière, a relancé la polémique en procédant à un comptage des musulmans dans sa ville de Béziers.
Alors, il faut savoir que ces statistiques ethniques existent dans d'autres pays, dans de grandes démocraties comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi les Pays-Bas, où depuis une vingtaine d'années, eh bien, on distingue les autochtones des allochtones. Donc, ce sont ceux dont l'un des deux parents n'est pas né aux Pays-Bas. Reportage aux Pays-Bas de Maxime Vauthier, Mathieu Despiau et Elisa Coudray. En ce long week-end, dans les rues d'Amsterdam, ils sont nombreux à découvrir le patrimoine néerlandais. Les coutumes et les traditions de ce petit pays de 17 millions d'habitants, mais aussi sa bonne réputation. Celle d'une société apaisée, tolérante, d'une nation multiculturelle où il fait bon vivre. Pourtant ici, depuis les années 90, les autorités réalisent des statistiques ethniques, un type de recensement totalement interdit en France au nom de l'égalité de chaque citoyen. Sur ce site internet, par exemple, vous pouvez trouver pour chaque quartier les chiffres concernant le pourcentage d'habitants appartenant à telle ou telle ethnie. Ceux d'origine marocaine, les néerlandais antillais, ceux qui viennent du Suriname, de Turquie, etc. Le Bureau national des statistiques divise même la société en deux grandes catégories, les autochtones, néerlandais de souche, et ceux qu'ils appellent les allochtones. La définition est la suivante. Aujourd'hui, si un de tes parents n'est pas né en Hollande, tu es considéré comme un allochtone, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Le Bureau national des statistiques voudrait même remonter jusqu'à la 3e génération. Donc ça voudrait dire que si ne serait-ce qu'un de tes grands-parents n'est pas né ici, alors tu seras considéré également comme un allochtone. Exemple, à Rotterdam, deuxième ville du pays. Ici, la municipalité connaît précisément les origines de chacun de ses administrés. Sur les 618 000 habitants, seule la moitié est recensée comme hollandais de souche. Des statistiques utilisées afin d'ajuster les politiques publiques, notamment dans le domaine de la sécurité. C'est important pour les policiers de savoir avec qui ils traitent et de connaître quel type de crimes sont commis, ainsi que l'environnement des délinquants. On sait par exemple que le pourcentage de chances que les délits soient commis par de jeunes Marocains est très élevé. Quand on sait ça, cela permet d'approcher la communauté, de travailler avec eux. Par exemple, on sait que la réponse à apporter aux jeunes Marocains n'est pas la même que celle à apporter aux Antillais. Donc c'est très utile de savoir ça, et c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, beaucoup dénoncent les effets pervers de cette politique. Pour cet élu au conseil municipal de Rotterdam, les statistiques ethniques s'apparentent à une stigmatisation de la population. Pour moi, ces statistiques ne sont pas souhaitables de manière générale. Où est la ligne rouge? À quel moment êtes-vous toujours un allochtone? Et quand devenez-vous un autochtone? Ça n'existe nulle part ailleurs qu'aux Pays-Bas. Par exemple, moi, je suis né et j'ai grandi ici, contrairement à mes parents. J'ai suivi mon éducation ici. Je parle la langue et je fais beaucoup pour la société, ce qui est logique, parce que je suis un élu. Pourtant, dans les statistiques, je suis toujours un allochtone. C'est comme si je n'étais pas de ce pays. Créées à l'origine pour lutter contre les discriminations, les statistiques ethniques pourraient bien aujourd'hui nourrir les divisions. Alors, question Internet. Pourquoi la France refuse-t-elle les statistiques ethniques? Patrick Lozès, vous avez beaucoup travaillé, vous, sur ces questions. Vous êtes pour, d'ailleurs, je crois, les statistiques. Moi, je suis favorable aux statistiques ethniques, aux statistiques de la diversité, comme on l'appelle, mais je rajoute immédiatement que je suis opposé au fichage ethnique. Robert Ménard, ce qu'il a fait, c'est du fichage. Qu'est-ce que c'est que le fichage? C'est établir une liste avec un nom et une caractéristique sur l'origine, sur la couleur de peau, sur la religion, etc. etc. La plupart des personnes que je connais qui sont favorables aux statistiques de la diversité ou aux statistiques ethniques sont opposées au fichage ethnique. Je pense qu'il faut le dire très clairement, notre pays est opposé à ça. Donc ça veut dire qu'on collecte, mais on ne garde pas l'information, c'est juste on fait une photo. C'est-à-dire qu'on a une idée du nombre, mais on ne sait pas qui. Quand vous avez, on ne sait pas qui, d'accord. Oui, bien sûr. Pour que les choses soient très claires pour les téléspectateurs, on peut savoir combien il y a de chômeurs en France sans savoir
nécessairement si X ou Y est chômeur. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas assigner qui que ce soit à résidence identitaire. Mais une fois que j'ai dit ça, si vous me permettez de terminer, je pense que notre pays aujourd'hui doit avoir une idée de sa composition sociologique. C'est quand même incroyable qu'on nous dise que depuis 20 ans, il y a le même nombre de musulmans. Qui y croit? Ce que je veux dire, c'est qu'on doit savoir aujourd'hui quelle est la composition sociologique de la France. Premier élément. Et deuxième élément, pour lutter contre les discriminations, on a évidemment besoin de chiffres. Est-ce qu'on peut lutter contre un phénomène sans en connaître l'ampleur? C'est incroyable qu'on puisse imaginer cela. On ne peut pas lutter contre les discriminations si on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont concernées. Et je terminerai en vous disant que quand je demande à des responsables, est-ce que les discriminations ont augmenté dans notre pays depuis 2 ans? Personne ne peut me répondre. Parce qu'on n'a pas ces chiffres-là. Voilà pourquoi je suis favorable. Est-ce que ça ne vous embête pas qu'on en arrive aussi à des statistiques, comme on vient de le voir dans le reportage, où on vous dit, bah, tiens, les Néerlandais d'origine marocaine sont plus violents que les Néerlandais d'origine antillaise? D'abord, le système français nous empêchera d'aller vers cette voie-là. On n'est pas obligé de faire comme les Hollandais. Nous ne sommes pas Hollandais. Alors on ferait Chaque quoi, pays, nous faisons des statistiques de la diversité à la française. Le Conseil constitutionnel a donné la voie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui est autorisé, au fond, personne ne sait ce qui est autorisé, puisque la loi de 78 est une loi à laquelle on peut déroger pour faire beaucoup de choses. Je veux que les choses soient très simples. Des recherches universitaires, c'est ça? Mais je veux que ceux qui veulent faire des études, ceux qui veulent faire des statistiques, sachent ce qui est possible. C'est pour ça que je demande une loi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'études qui peuvent être menées, mais les chercheurs ne s'y engagent pas parce qu'on ne connaît pas. Il faut une loi positive. Gérard François Dumont, il a raison, Patrick Lozès. Comment peut-on lutter contre les discriminations si on est incapable de les mesurer? Prenons un exemple simple. L'un des problèmes de la France, c'est le taux d'illettrisme en fin de CM2. Est-ce qu'on a besoin de statistiques ethniques pour étudier le taux d'illettrisme selon les différentes écoles et agir de telle façon pour favoriser les écoles où le taux d'illettrisme est plus élevé? Le problème des statistiques ethniques... Non, mais si vous ne pouvez pas avoir un emploi parce que vous êtes noir, il y a un moment, et que ça devient un énorme problème, il faut peut-être pouvoir le mesurer, ce problème. Et le taux d'illettrisme, ce sont des statistiques. Attendez, il faut d'abord préciser aux téléspectateurs que ce que pratiquent les Pays-Bas, ce ne sont pas des statistiques ethniques. Ce sont des statistiques fondées sur un élément objectif qui est le lieu de naissance des personnes. Les statistiques ethniques, c'est quand quelqu'un se déclare appartenant à telle ou telle ethnicité. Or, par définition, cette déclaration, elle est subjective. Et c'est quoi, concrètement? Concrètement, ça peut être quelqu'un qui va se dire berbère, qui va se dire arabe, qui va se dire corse, breton, etc. Et le problème, c'est que cette déclaration subjective, elle s'effectue à un moment donné, et donc sa valeur de pérennité est tout à fait discutable. Si vous prenez un Français qui a un père marocain et une mère française, à certains jours, il va déclarer « je suis arabe » et d'autres jours, il va se déclarer « je suis d'ethnie française ». Et d'ailleurs, on le voit bien d'ailleurs dans les statistiques ethniques d'Angleterre que vous avez citées tout à l'heure, c'est tout à fait extraordinaire. Même l'Irlandais écossais, c'est-à-dire l'Écossais dont les ancêtres sont allés en Irlande, est considéré comme une ethnicité différente. Dans les statistiques ethniques des États-Unis, qu'ont-ils fait ces dernières années? Ils ont décidé qu'on pouvait donner plusieurs réponses. Donc maintenant, il y a des millions d'Américains qui sont à la fois noirs-blancs, et il y a même des Américains qui sont à la fois jaunes, noirs et blancs. Ça, c'est vrai. Il a raison. C'est sans fin de découper les gens. Voilà, c'est là tout l'intérêt du débat. La première chose, je crois, c'est que, et ça c'est très français, nous avons un tabou. Le peuple est un. Et on ne peut pas le découper en une multitude de sous-ensembles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je partage assez votre point de vue, tout de même. Voilà. Est-ce que casser le thermomètre empêche la fièvre de monter? À un moment donné, la statistique, c'est un outil qui est neutre. Je suis persuadé qu'on a beaucoup de statisticiens qui nous écoutent. Tout dépend de ce que l'on met dedans. Si vous mettez la nationalité, ce n'est pas la même chose que l'ethnie. Si vous mettez la religion, ce n'est pas la même chose que la nationalité, etc. On dit, vous savez qu'en France, en remontant un peu, mais il y a pratiquement un quart de la population française qui est d'origine immigrée.
Alors ça peut être des Italiens, des Espagnols, etc., etc. Mais si un jour des statistiques nous révélaient ça, mais où seraient les Gaulois et Astérix? On serait très mal. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans notre société, nous ne soyons pas capables d'évaluer précisément ce que la communauté, j'aime pas tellement ce mot, la communauté musulmane pèse? Voilà, parce que nous n'avons pas. La religion dont vous me parlez, oui, c'est pas une ethnicité, la religion. C'est une communauté, c'est un mode de vie, c'est une origine, c'est un ensemble de choses. Je parle pas Gérard François Dumont, qui nous dit de manière très maligne, mais un peu spécieuse. Au fond, il y aurait tellement de catégories que l'on n'y arriverait pas. Mais je vais le rassurer, moi qui parle de ces questions et qui y travaille depuis très longtemps. Mais il faut se mettre du côté du discriminateur. Le discriminateur, il se moque totalement que celui qui est en face de lui, il soit moitié congolais ou moitié... Quand il dit « je ne veux pas de noirs chez moi », il se moque totalement des catégories dont vous parlez. Et donc, il n'y aurait pas 45 000 catégories. Donc, vous voyez, c'est... Donc, si vous deviez les faire, les catégories, vous feriez alors quoi? Noirs? Non, mais moi, je ne ferais rien. Je demanderais... en Angleterre, il y a 16 catégories. J'ai mon idée. Pourquoi vous ne voulez pas la donner? Non, mais ce que je veux, c'est que ça ne sera pas moi qui... Je veux que des chercheurs interrogent la société française et qu'on ait un consensus. Et je sais très bien qu'on n'aura pas 45 catégories. Je pense qu'on en aura très peu. Donc ne me dites pas comme me le disait, s'il vous plaît, comme me le disait un professeur avec lequel je discutais et qui me disait du ton docte de la personne en chair, mais il y aura 187 catégories. Non, il y en aurait moins d'une dizaine, parce que les catégories qui sont utilisées par le discriminateur pour vous discriminer, je vous assure que lui, c'est pas un chercheur, le discriminateur. Il ne fait pas dans la dentelle. Quand il dit « je ne veux pas de noirs », que vous soyez antillais, que vous soyez moitié congolais, il vous dit « je ne veux pas de noirs ». Quand il dit, entre guillemets, « je ne veux pas de chinois », il parle des asiatiques. Donc voilà à peu près les catégories. Je ne veux pas vous dire ce que moi religieuse, ça vous choque ou pas? Catégorie religieuse. Est-ce qu'on peut être blanc et musulman? Oui, mais on peut ça vous aussi choque? changer de religion. Donc ça n'a pas de sens. Donc on ne mesure rien. Le peuple français est un et indivisible. Il faudrait aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'améliorer notre système d'information démographique. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur des statistiques qui sont mal faites, avec le recensement dit rénové, qui a dégradé notre système d'information statistique, et qui sont de plus en plus tardives. La meilleure preuve, regardez le ministre. Sur les zones urbaines sensibles, il a décidé de garder qu'un seul critère qui était le revenu fiscal, ce qui est complètement aberrant. Alors que personnellement, j'ai créé un indice synthétique d'exclusion avec 13 paramètres que je combine, qui me donne beaucoup plus la réalité de l'exclusion en France que cet outil, donc améliorant notre système statistique déjà. Allez, tout de suite on passe aux questions SMS et Internet. Alors, les quotas, oui, mais lorsque les migrants seront dans l'espace européen, ne seront-ils pas libres d'aller où bon leur semble? Alors ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, normalement, mais vous me corrigerez si je me trompe, normalement, quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié en France doit rester en France. Bien sûr. Mais effectivement, il va se trouver dans l'espace Schengen avec la possibilité d'aller dans un autre pays. Et Schengen vous autorise à aller où que vous vouliez. Il est assez paradoxal. Schengen ne permet pas à quelqu'un qui a un titre... Non, je suis réfugié en France, j'ai pas le droit de m'installer en Allemagne. Et je ne vais pas toucher les mêmes allocations. Ça serait quand même assez paradoxal. Il n'y a plus de douanier avec un képi. Non. Mais raisonnons un peu. Ça serait assez paradoxal de traverser la moitié de l'Europe sans demander l'asile là où je dois le faire, pour aller dans un État que je pense être le meilleur. Et à peine j'ai obtenu ce statut-là, je repars dans un autre. Ils sont tous sauf bêtes. Si, ça peut arriver compte tenu des changements de dynamique économique des pays. Oui, mais donc effectivement, vous pouvez avoir certaines personnes qui ont obtenu l'asile en France, l'économie se détériore et envie de... Le RMI, c'est quand même enfin maintenant ça s'appelle le RSA, il faut que je me mette à la page. C'est quand même un argument pour la France? Oui, c'est un argument. Il suffit d'ailleurs, si vous voulez, on a des témoins très, très précis qui sont nos départements d'outre-mer. Comparer la Réunion, regardez ce qui se passe à Mayotte, qui a absolument voulu être département pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages sociaux. Mais la réponse à votre question, c'est qu'il y a la pratique et qu'il y a la réalité. Évidemment, quelqu'un qui est dans l'espace Schengen, il pourrait aller d'un endroit A à un endroit B. Mais comme il est, entre guillemets, assigné à résidence pour toucher ce dont il peut bénéficier, disons les choses comme elles sont, il ne bougera pas beaucoup. Comment imaginer, avec une démographie galopante, des problèmes politico-religieux sans fin, la pauvreté
et la misère que l'immigration puisse cesser. Tant que l'Union européenne et les États membres consacreront aussi peu d'argent qu'ils en consacrent à l'aide au développement. C'est toujours notre faute. Cette épée de Damoclès. Mais sur quelle marge vous cassez je sais pas, vous dites qu'on donne pas assez d'argent. Non, c'est pas donner de l'argent. C'est pas simplement l'aide au développement. Enfin, je reviens toujours à mon truc, mais c'est responsabiliser aussi au niveau des Africains. Enfin, on parle d'un continent. Un jour, on dit voilà, c'est incroyable, ils ont 500 milliards de dollars, ils savent pas quoi en faire de revenus, etc. Les types restent bunkérisés, ils ont l'aide de leur diaspora, ils ont des rentes absolument incroyables au niveau des nomenclaturas, et on fait comme si cet argent n'existait pas. Il faut quand même, au bout d'un moment, encore une fois, on n'a pas de connaissance de l'Afrique, on n'a pas de vision sur l'Afrique, parce qu'on a besoin des Africains à un moment donné, à un autre, mais on n'a pas de vision globale, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est pas uniquement les militaires, la sécurité. Finalement, la présence de l'armée française en Afrique, ça sert de cache-misère à une déshérence réelle de perspectives et de développement. C'est pas simplement de donner de l'aide, c'est qu'est-ce que vous faites de votre argent pour garder les gens chez vous. J'imagine que la situation n'est pas la même en Algérie, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. La situation, elle n'est pas la même au Gabon où il y a 1 million d'habitants et 10 millions ailleurs. Un Eldorado, parce que vous constaterez que les Africains ne se précipitent pas dans les pays riches du Golfe. Non, mais ils vont en Afrique du Sud, il y a eu des problèmes xénophobiques en Afrique du Sud. Il y a 2 millions, il y a 2 millions d'Africains qui sont allés en Afrique du Sud, donc c'était aussi un problème pour l'Afrique du Sud. Ça n'en parle pas ici, mais effectivement, les gens bougent. Les médias nous parlent beaucoup des migrants venant par la mer à cause des naufrages, mais combien viennent par les terres? De plus en plus. Alors ils passent par où? La Hongrie, la Bulgarie sont l'objet de pressions considérables. Et là aussi, ce sont des passeurs. Oui, bien sûr, la même chose. Passeurs aussi, mais ce ne sont pas les situations. Il n'y a pas de drame puisqu'il n'y a pas de mer. Voilà. On le voit moins effectivement. Enfin, disons que les personnes ne sombrent pas, ne meurent pas. Mais les chiffres, les volumes sont les mêmes? Les volumes sont les volumes sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire, ça part de la Turquie, Grèce. Ensuite, traverse Macédoine, Serbie, Hongrie et Allemagne. Si vous des Balkans, ce sont des milliers et des milliers de personnes. C'est plutôt du Moyen-Orient plus que l'Afrique, j'imagine. Plutôt du Moyen-Orient, mais il y en a aussi de l'Afrique qui passe par cette voie-là. Si vous commencez à donner les filières. Mais il y a moins de médias pour les filmer. Voilà. Faut dire les choses comme ça. Le gouvernement ne demande jamais l'avis du peuple sur l'immigration. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas grande décision en ce moment sur le sujet. Depuis quelques années, il y a quand même un durcissement de la politique de l'immigration. Donc les gouvernements suivent la politique. Vous voyez qu'en Angleterre, ce que fait David Cameron suit quand même le sentiment. Donc il y a un durcissement que votre auditeur ne croit pas. François Hollande est élu depuis 3 ans. La loi sur l'asile n'est pas votée. La loi sur les étrangers n'est toujours pas déposée et discutée. Ce sont des lois qui devraient théoriquement revenir sur ce qui était, paraît-il, détestable au temps de M. Sarkozy, c'est-à-dire la rétention des étrangers, c'est-à-dire raccourcir les délais du droit d'asile, etc. Donc que ça, le ministre, en truquant les chiffres, le ministre de l'Intérieur actuel, en truquant les chiffres, a fait croire qu'il a renvoyé plus d'étrangers chez eux que Sarkozy. Il a enlevé les départs aidés. C'est extraordinaire. Donc vous voyez qu'on suit effectivement le peuple. On ne lui donne peut-être pas la parole, mais on écoute sa parole. Concernant M. Cameron, son discours est anti-immigration pour gagner les élections, mais en fait, dans la réglementation britannique, c'est un pays très largement ouvert. 700 000 immigrants cette année. Oui, d'accord. Plus ouvert. Allez, il reste 1 minute. N'y a-t-il donc aucun moyen d'arrêter les passeurs? Il donne l'impression d'agir en toute impunité. Non. Eh bien, il faut se donner les moyens de lutter contre les passeurs. Ça, c'est sauf qu'ils sont en eau libyenne, on ne peut pas quand même aller les frapper là-bas, sinon il nous faut notre portefeuille. Comme on a tapé au portefeuille du terrorisme et d'Al-Qaïda, ça va vite s'arrêter. L'argent vient des migrants, elle ne vient. Il va où les banques, ils ne le cachent pas dans leur pantalon. Il faut les saisir, les comptes. Exactement les mêmes mécanismes. Il faut faire en sorte que cet argent. Allez, c'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Désolé. Merci.